Bonjour, nous sommes le 29 janvier 2026 et le tableau des marchés aujourd'hui est assez étonnant. Oui, un peu paradoxal, on peut dire. C'est ça. D'un côté, on a l'or qui s'envole, il touche à un sommet historique à plus de 5500 $, Incroyable. et de l'autre, le Bitcoin qui pique du nez, une baisse de 5 à 6%. À première vue, c'est le signal classique, la fuite vers la sécurité, le fameux risk-off. Hmm. Mais les documents qu'on a sous les yeux suggèrent que, si on s'arrête là, On ne voit que la pointe de l'iceberg. exactement. C'est la bonne image. Parce que, justement, ce qu'on va explorer aujourd'hui, c'est tout ce qui se passe sous la surface. Il y a la pointe, bien visible et, c'est vrai, un peu effrayante. Les prix en rouge, la peur, Les liquidations en chaîne, voilà. Et puis, il y a la masse immergée, énorme, et qui est en pleine construction. Je parle de l'infrastructure de paiement, des technologies qui s'intègrent. et la réglementation surtout. Et surtout, une clarification réglementaire mondiale qui prend forme. C'est là que la vraie partie se joue, en fait. Alors, allons-y, plongeons. Commençons par la surface, par cette météo agitée que tout le monde regarde. Cette divergence entre l'or et le Bitcoin, elle est frappante. Ah oui? La valeur refuge ultime d'un côté, l'actif à risque de l'autre. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette baisse? Comme ça, d'un coup, est-ce que c'est une panique générale? C'est la première question à se poser et la réponse des données est assez contre-intuitive. Ah. Non, il ne s'agit pas d'une vague de vente de la part des investisseurs long terme, ceux qui détiennent du Bitcoin depuis des mois, voire des années. Ce qu'on observe, c'est avant tout une purge technique. En 24 heures à peine, on a eu plus de 650 millions de dollars de positions longues, Avec effet de levier? oui, avec effet de levier, qui ont été liquidées. Donc, pour simplifier, ce sont des paris à la hausse, faits avec de l'argent emprunté, qui ont été anéantis. Précisément. C'est un effet domino classique. Le marché a un peu baissé, il a franchi ce seuil psychologique des 85 000 $. Et ça a tout déclenché. Exactement. Ce mouvement a déclenché des ventes automatiques pour couvrir ses positions, ce qui a fait baisser le prix encore plus, ce qui a déclenché d'autres ventes, et ainsi de suite. C'est une correction qui s'auto-alimente, en fait. Voilà, c'est beaucoup plus ça qu'une décision stratégique de vendre massivement. Et ce genre de chute rapide, même si elle est technique, ça installe forcément un climat de peur, non? Bien sûr. L'indice de peur est tombé à 26. C'est bas, mais ce n'est pas non plus la panique extrême. Les documents insistent beaucoup sur un niveau technique, crucial. La zone des 80 000 $. Pourquoi ce chiffre est si important? Parce qu'il est décrit comme le prix moyen réel du marché, le True Market Mean. D'accord. C'est une métrique qui représente, en quelque sorte, le prix d'équilibre, le prix auquel la majorité des investisseurs ont acheté leur Bitcoin. C'est donc un support structurel très fort. Psychologiquement aussi, j'imagine? Oui, c'est aussi le plus bas qu'on a connu en novembre 2025. C'est la ligne de défense. Si ce seuil des 80 000 tient, on peut considérer ça comme une correction saine. Et s'il cède? S'il cède, les sources indiquent qu'un retour vers les 76 000 $, un niveau d'avril 2025, deviendrait très probable. Bon, situation tendue sur le plan technique. Mais c'est là que ça devient vraiment surprenant. Au milieu de cet océan de chiffres rouges, il y a une île verte. C'est une belle image, un actif qui non seulement résiste, mais qui explose à la hausse. Le WorldCoin, le WLD, qui prend plus de 15%. Comment c'est possible? C'est la preuve que le marché mûrit en fait. On n'est plus dans cette phase où, quand le Bitcoin éternue, tout le monde s'enrhume. Tout le monde attrape la grippe, oui. C'est ça. Des narratifs spécifiques peuvent désormais complètement se décorréler de la tendance générale. Et pour WorldCoin, ce narratif est puissant. Il est directement lié à OpenAI. OpenAI, le géant de l'intelligence artificielle. Quel est le lien? Alors, les sources parlent de rumeurs, donc il faut rester très prudent. Bien sûr. Mais ces rumeurs suggèrent qu'OpenAI chercherait activement une solution de preuve d'humanité. Une preuve d'humanité, c'est-à-dire... Pour distinguer les vrais humains des bots IA qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Et WorldCoin, avec son projet, assez controversé d'ailleurs, de scan de l'iris, Ah oui, je vois. est vu par le marché comme le candidat naturel pour remplir ce rôle. Et cette simple spéculation suffit à faire flamber le cours. Mais est-ce que cette idée de preuve d'humanité via un scan de l'iris n'est pas aussi extrêmement critiquée? Les sources en parlent, des inquiétudes sur la vie privée, sur ces données biométriques. Oui, et c'est un point crucial. Les sources rappellent que le projet est loin, très loin de faire l'unanimité. Mais ce qui est fascinant ici, c'est de voir ce que le marché choisit de valoriser à un instant T. En ce moment, la peur des bots et cette quête d'une identité numérique fiable,
C'est si fort que le potentiel d'une solution comme WorldCoin l'emporte dans l'esprit des spéculateurs sur les risques éthiques. C'est un couteau à double tranchant alors. Complètement. Ça montre que le marché est plus intelligent, capable de valoriser des cas d'usage précis, mais aussi peut-être plus sensible que jamais à la spéculation sur des narratifs très très ciblés. C'est un excellent point. On a donc une surface très agitée, des corrections techniques, des exceptions spéculatives. Maintenant, passons sous la surface. Laissons la météo du jour et analysons le climat de fond. Que se passe-t-il dans la partie immergée de l'iceberg? Alors là, l'histoire est complètement différente. Pendant que les traders s'inquiètent de la barre des 80 000 $, des fondations essentielles se construisent dans 3 domaines clés. Lesquels? L'adoption au quotidien, l'intégration technique et bien sûr la réglementation. Commençons par l'usage quotidien. Je vois dans les notes une annonce qui semble très concrète. OKX, une grande plateforme d'échange qui lance une carte Mastercard en Europe. Qu'est-ce que ça change réellement? Ça change potentiellement tout, parce que ça s'attaque au problème numéro 1 de l'adoption, la friction. Le fait que ce soit compliqué à utiliser. Voilà. Concrètement, cette carte permet de détenir des stablecoins, comme l'USDC, et de les dépenser directement chez des millions de commerçants qui acceptent Mastercard. La conversion se fait instantanément au moment du paiement. L'expérience, c'est la même qu'une carte bancaire classique? Exactement. Pour l'utilisateur, c'est transparent. On passe de l'actif numérique un peu complexe à un simple moyen de paiement. Et ce n'est pas une initiative isolée, si je comprends bien. C'est une tendance de fond. Absolument. C'est un développement structurel qui est totalement déconnecté de la volatilité des prix. D'ailleurs, les données fournies sont éloquentes. En 2025, Visa a vu les transactions via ses cartes crypto augmenter de 550%. Attendez, pardon. 550%. Voilà. C'est un chiffre colossal. On ne parle pas de 5 ou 10%. Non, 550%. Est-ce qu'on sait d'où vient cette explosion? Ce sont des petits achats ou des grosses transactions? Les sources ne détaillent pas la nature des transactions, mais la croissance, de même que celle de Mastercard à 230%, montre que les ponts entre l'économie numérique et le commerce de détail sont en train d'être construits. Et surtout, d'être utilisés. Et surtout d'être utilisés, voilà. On sort de la pure spéculation pour entrer dans l'utilité. Ce n'est plus seulement un actif qu'on achète en espérant qu'il prenne de la valeur, c'est un outil qu'on commence à utiliser pour des dépenses réelles. D'accord. Donc, on peut dépenser plus facilement. Mais pour dépenser, il faut aussi que l'accès à ces technologies soit simple. C'est souvent là que ça coince. Et je crois que c'est là qu'intervient l'intégration de Coinbase, que les sources mentionnent. Oui, c'est le deuxième pilier, l'intégration technique. Coinbase, une des plateformes les plus utilisées au monde pour sa simplicité, vient d'intégrer Jupiter Exchange, qui est un acteur majeur sur Solana. Un acteur clé de l'écosystème Solana dans la finance décentralisée, oui. Et concrètement, pour l'utilisateur lambda, ça veut dire quoi? C'est un peu comme si, avant, pour conduire une voiture de course, il fallait un mécanicien, capable de la monter soi-même. D'accord, je vois l'image. Aujourd'hui, on vous donne juste les clés d'une voiture de sport avec une interface simple. Coinbase cache toute la complexité du moteur de la finance décentralisée pour que l'expérience soit fluide. Donc, des millions d'utilisateurs ont accès à tout ça. Exactement. Sans jamais quitter l'interface simple et familière de Coinbase, on ne parle plus de compétition entre finances centralisées et décentralisées, mais de convergence. D'accord. Des paiements plus simples, une technologie plus accessible, mais tout ça ne peut pas fonctionner à grande échelle sans des règles du jeu claires. C'est le fameux éléphant dans la pièce. La réglementation. Toujours. Et là, les sources couvrent 2 géants, la Russie et les États-Unis, avec des approches qui semblent aller dans le même sens. C'est sans doute la partie la plus importante de l'iceberg immergé. Commençons par la Russie. Le cadre qui se dessine est très instructif. Ce n'est pas une interdiction. Pour les investisseurs particuliers, on parle d'un plafond d'achat annuel d'environ 4 000 $. En revanche, les cryptos qui mettent l'accent sur l'anonymat, comme Monero ou Zcash, seraient tout simplement interdites. Mais un plafond à 4 000 $ par an, n'est-ce pas une façon déguisée de limiter l'adoption tout en ayant l'air de l'autoriser? Qu'en disent les sources? C'est un vrai pas en avant ou c'est un contrôle qui étouffe le marché? C'est une excellente question. Et la réponse est probablement un peu des deux. D'accord. D'un côté, c'est clairement un outil de contrôle pour limiter l'exposition des non-professionnels et le risque de fuite de capitaux. Mais de l'autre, et c'est le point fondamental, c'est une reconnaissance de facto de cette classe d'actifs. L'État russe ne la combat plus, il l'intègre. Il cherche à l'intégrer, à la contrôler, à la fiscaliser. Le fait que les investisseurs qualifiés, eux, aient un accès beaucoup plus large, montre bien la logique. On sort la crypto du Far West,
pour la faire entrer dans un cadre institutionnel. Et ce mouvement en Russie n'est pas isolé. Si on regarde de l'autre côté du globe, aux États-Unis, on observe une dynamique similaire, mais peut-être encore plus significative. Oui, aux États-Unis, le changement est presque culturel. Les dirigeants des deux principaux régulateurs financiers, la SEC et la CFTC, Qui se sont souvent fait la guerre. qui se sont souvent opposés, oui, ils ont tenu un événement commun. Et leur mot d'ordre était harmonisation. Harmonisation. L'objectif, c'est de mettre fin à l'incertitude juridique qui paralyse de nombreux acteurs. Ils veulent des règles du jeu claires pour savoir qui régule quoi. Et pourquoi cette volonté d'harmonisation maintenant? Parce qu'ils ont compris que l'incertitude réglementaire faisait fuir l'innovation et les capitaux à l'étranger. Leur ambition affichée, et c'est une citation qui ressort des documents, c'est de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. Rien que ça. Ce n'est pas anodin. Il ne s'agit plus de savoir s'il faut interdire ou autoriser, mais de savoir comment attirer les meilleurs projets et les plus gros investisseurs. Et cette clarté, c'est ce qui manque pour les gros acteurs. C'est la condition sine qua non pour que de gros acteurs institutionnels, comme les fonds de pension, qui gèrent des milliers de milliards, puissent enfin entrer sur ce marché. Donc si je résume, on assiste à une sorte de course mondiale, mais ce n'est plus une course pour savoir qui va interdire le plus fort, Non, mais qui va créer le cadre le plus attractif pour capter cette nouvelle économie. C'est exactement ça. La course n'est plus à la prohibition, mais à la régulation compétitive. Que ce soit en Russie avec un modèle de contrôle étatique ou aux États-Unis avec un modèle pro-innovation, le message de fond est le même. Les actifs numériques sont là pour rester et vont être intégrés au système financier traditionnel. Ce qui nous ramène à notre métaphore de l'iceberg. La pointe visible, c'est une météo très agitée. c'est ça. Une correction de prix brutale tirée par des facteurs techniques de la spéculation. Mais la partie immergée, massive, c'est un climat de fond qui se réchauffe considérablement. Oui. Des rails se posent pour une adoption de masse. Des paiements plus simples, des technologies plus accessibles et, surtout, des règles du jeu qui s'harmonisent au niveau mondial. La conclusion qui se dégage des documents est limpide. Il faut regarder ce que les acteurs font et pas seulement ce que les prix disent. Les actions, pas les paroles. Exactement. Les prix corrigent, mais l'écosystème se construit, se connecte et se professionnalise. La prochaine phase de ce marché ne sera probablement plus seulement tirée par la spéculation pure, Mais par l'utilité. de plus en plus par l'utilité. Les projets qui survivront et qui prospéreront seront ceux qui apportent une vraie valeur, que ce soit dans les paiements, l'identité numérique ou la finance. Et tout cela nous laisse avec une pensée pour la suite. Alors que le marché d'aujourd'hui semble sanctionner la spéculation à court terme, la tendance de fond, elle, prépare un monde où ces technologies sont profondément intégrées à notre quotidien. La vraie question n'est donc peut-être plus quand les prix vont-ils remonter, mais plutôt laquelle de ces fondations posées aujourd'hui définira la prochaine décennie. Et peut-être même que le grand gagnant de ce cycle ne sera pas un actif en particulier, mais la juridiction, le pays, qui réussira la première à offrir le cadre réglementaire le plus clair et le plus attractif, devenant ainsi la Silicon Valley de cette nouvelle ère du web.